Salut! Aujourd'hui, je vais vous expliquer les règles de Lewis et Clark. Alors, vous voyez, j'ai tout installé. C'est magnifique, j'ai tout punché, j'ai tout stické, j'ai tout installé. Alors, Lewis et Clark, de quoi il s'agit? En fait, c'est un jeu qui va raconter l'histoire de l'expédition Lewis et Clark, qui se passe en 1802, quand les Français vendent la Louisiane à Jefferson. Jefferson, troisième président des États-Unis à l'époque, je crois, si je dis des bêtises, c'est pas très grave, décide de lancer une grande expédition pour rejoindre la côte Pacifique. Et donc, il y a Meriwether Lewis et William Clark qui décident de partir et de lancer cette expédition. Ils vont remonter le Missouri, ils vont traverser les Rocheuses, descendre la Columbia, et arriver à Fort Clatsop, qui est un peu au nord de Portland, actuel, et donc rallier la côte Pacifique. Au cours de leur chemin, ils vont rencontrer des peuplades indigènes, d'anciens trappeurs qui se baladaient là, etc. Et donc ce jeu va vous proposer de vous raconter ça. La petite entorse à l'histoire, c'est qu'il n'y a pas une expédition qui va partir, mais entre 1 et 5, en fonction que si vous jouez entre 1 et 5 joueurs. Donc là, j'ai mis le plateau à 5, mais voilà, ça marche très bien à 2, 3, 4, et puis une petite variante solo. Il y a ces petits pions-là qui servent pour une variante solo, je les mets de côté. Il y a ces petits pions-là qui servent à refaire la géographie des États-Unis si vous avez envie de changer votre partie, je les mets de côté. Et tout le reste, on va s'en servir. Donc ici, on a les cartes qui sont en fait les personnages, et c'est les vrais personnages historiques que vont rencontrer Meriwether Lewis et William Clark. On a ici les ressources qu'ils vont pouvoir collecter au cours de leur avancée, donc des équipements, des fourrures, du bois, des bisons, des chevaux et des canoës, et qui vont nous permettre d'avancer donc sur la rivière, puis en montagne, puis en rivière, puis en montagne. Puis des Amérindiens ici qui vont aussi, parce qu'ils ont beaucoup, les Amérindiens ont pas mal aidé l'expédition à leur faire découvrir leur beau pays pour les résultats qu'on connaît par la suite. Comment ça marche en fait? L'essentiel du jeu va se jouer grâce à ces cartes. En fait, c'est donc on a notre expédition de départ, chacun les 6 mêmes cartes, donc avec 6 cartes différentes, mais toutes les mêmes pour chacun des membres de l'expédition. À notre tour de jeu, on va devoir faire une action, c'est obligatoire, et on pourra faire 2 autres choses qui sont facultatives avant ou après l'action. Ces 2 choses-là sont recruter un nouveau membre d'équipage, ou alors établir son campement. J'y reviendrai par la suite. Je vais d'abord parvenir sur l'action obligatoire, donc faire une action. Faire une action, vous avez en gros 2 moyens de faire une action. Soit vous utilisez un de vos Amérindiens que vous allez envoyer sur le plateau. Alors il y a les petites cases où il n'y a qu'une seule case, c'est que vous pouvez envoyer un Amérindien. Il y a des cases qui sont un peu plus grandes ici et ici. Vous pourrez en envoyer entre 1 et 3 si vous les avez effectivement avant sur votre plateau expédition. L'autre façon, et c'est la chose que vous ferez le plus souvent, c'est d'utiliser une carte pour faire une action, mais un gars tout seul ne fait rien. Il faut que quelqu'un vienne l'aider. Donc pour que quelqu'un vienne l'aider, il va falloir choisir une autre de vos cartes que vous allez mettre face cachée derrière. Et donc si je fais ça, je vais faire cette action-là 2 fois, puisque j'ai ici une carte de force 2. Si je fais cette action-là comme ça, je vais pouvoir faire cette action-là une fois. À noter que si vous aviez des petits Amérindiens sur votre plateau expédition, vous pouvez les utiliser pour monter jusqu'à une force de 3 maximum. Donc, vous pouvez en utiliser 1, 2. Et à noter aussi que vous pouvez même faire une action en utilisant juste un Amérindien pour faire cette action-là avec une force de 1. Ou si vous en mettez 2, vous faites cette action-là avec une force de 2. Donc, une fois que vous allez faire votre action, ça va être au joueur suivant de jouer, etc. Les actions, je vais vous expliquer les actions de base. Alors, elles sont simples. Alors, vous avez... Je vais vous prendre les 4 actions de collecte qui vont vous permettre de récupérer des équipements, du bois, de la fourrure et de la ressource. Donc chaque fois que vous allez la faire, vous allez récupérer autant de la ressource considérée que permis. Alors c'est quoi qui est permis? Vous voyez qu'il y a des petits badges sur les cartes. Alors imaginons que je sois dans cette situation-là et que je fais l'action fourrure. Je vais regarder, il y a 2 badges fourrure visibles chez moi. Je vais regarder aussi mon voisin de gauche et mon voisin de droite. Je vais compter les badges fourrure qui sont visibles chez mon voisin de gauche, chez moi, chez mon voisin de droite. C'est le nombre de fourrures que je vais pouvoir collecter. Mettons qu'il y en ait un chez mon voisin de gauche et qu'il n'y en ait pas chez mon voisin de droite. Ça ferait 1, 2, 3. Donc chaque fois que je fais cette action-là, je pourrais collecter 3 fourrures. Comme je la fais 2 fois, je peux collecter jusqu'à 6 fourrures.
Donc, je vais prendre jusqu'à 6 fourrures. Notez que c'est jusqu'à 6, donc si je veux, pour d'obscures raisons stratégiques, en prendre moins, alors vous allez comprendre plus tard que c'est pas des obscures, ben, je peux en prendre moins. Donc par exemple là, je décide de prendre 5 ressources, et j'ai fait mon action. Donc vous avez compris, c'est pareil pour la collecte de fourrure, pour la collecte de bison, pour la collecte de bois, et pour la collecte d'équipement. Il me reste cette action-là à vous expliquer. Cette action-là, ça va permettre d'avancer sur la rivière ou sur la montagne. Donc cette action-là, c'est je défausse un équipement. Mais imaginons que je fais cette action-là, je vais la faire 2 fois. Je défausse, un bison, et je vais pouvoir avancer de 2, 1, 2. Et imaginons que j'ai réussi à récupérer un canoë, je pourrais aussi défausser un canoë pour avancer de 4 supplémentaires. Donc j'avancerai de 4. Notez que vous devez dépenser des ressources, et vous pouvez au maximum dépenser que 3 ressources, puisque au maximum, vous pouvez faire l'action que 3 fois. Vous voyez qu'il y a des avancées en rivière et des avancées en montagne. Pourquoi? Parce que quand je vais arriver ici, alors notez que cette case-là et cette case-là sont des cases mixtes, vous pouvez avancer dessus soit par de la rivière, soit par de la montagne, au choix. Je vais refaire mon exemple de tout à l'heure. Imaginons que j'ai un bison et un cheval. Je vais faire cette action 2 fois. Je vais utiliser mon bison pour avancer de 2 en montagne, en rivière, et je vais utiliser mon cheval pour avancer de 2 en montagne. Et donc j'ai pu avancer de 2 en montagne grâce à mon cheval. Donc, petit élément stratégique, c'est vraiment au cours de la façon dont vous allez traverser les montagnes qui va faire que vous allez gagner ou perdre la partie souvent, parce que vous voyez que c'est difficile d'aller en montagne, et c'est ça qu'il va falloir bien préparer. Toute petite subtilité que j'ai pas expliquée, j'y arrive tout de suite. Quand vous vous déplacez, vous ne comptez pas les cases des autres joueurs. Donc c'est-à-dire que là je fais 1, 2, 3, 4. Je vais lui sauter par-dessus. Si jamais on est ici et que je dois avancer, si j'ai que des avancées d'eau, je vais devoir m'arrêter ici. Par contre, si j'ai une avancée en montagne, hop, je vais pouvoir le sauter. Je vais regarder toujours la case qui est devant l'explorateur qui est juste devant moi. En fait, cette case ne compte pas. Donc comme ça, je vais pouvoir sauter par-dessus les gens si je suis un peu à la traîne. Ça me permet éventuellement de revenir un peu dans le game. Dernière action, c'est l'action de Powo. Quand je fais cette action-là, tous les Amérindiens qui sont présents sur le plateau vont revenir. Alors imaginons qu'on était dans cette situation-là, comme ça. Tac. Tous les Amérindiens qui sont présents sur le plateau vont venir au centre. Je vais remettre un nouvel arrivant ici. Et je vais pouvoir prendre les Indiens qui sont là. Donc pareil que tout à l'heure, je peux tous les prendre, ou je peux en prendre que une petite quantité, parce que j'ai décidé que je n'en voulais pas plus. Vous savez pratiquement toutes les actions. Je vais vous expliquer les actions du plateau, et puis après je vous expliquerai comment on recrute des cartes, et puis qu'est-ce que c'est qu'établir son campement. Les actions du plateau. Donc ici c'est facile, je donne 2 bois pour prendre un canoë. Ici je donne 3 ressources différentes pour prendre un cheval. Ici je prends un bison, une fourrure. Ici je prends un équipement, un bois. Ici je prends 2 fourrures ou 2 équipements. Ici je vais pouvoir défausser cette rivière de cartes là. Je les prends tous, je les défausse, je remplace par 5 nouvelles, et je vais pouvoir détruire jusqu'à 3 cartes de ma main. Donc je prends 3 cartes que j'ai en main, que je vais pouvoir jeter. Ici, je vais pouvoir donner 3 bois pour prendre une amélioration d'équipement. Donc soit je vais prendre une amélioration d'équipement qui va pouvoir me faire stocker des Indiens supplémentaires, soit je vais prendre des améliorations d'équipement qui va pouvoir me faire stocker des ressources supplémentaires. À noter que quand elles viennent pleines. Donc si j'ai pris ça, je vais prendre avec un Indien. Et si j'ai pris ça, je vais pouvoir prendre 2 ressources. Alors attention, des ressources primaires, donc les 4 là, de mon choix, que je vais pouvoir le mettre. Et enfin, dernière action, celle-ci, je vais donner une nourriture pour copier une action présente sur le plan de jeu. Ça peut être chez moi, ça peut être chez quelqu'un d'autre. Et je vais la copier avec une force de 1. Donc, mettons qu'un joueur ait fait une action particulièrement intéressante, que j'ai envie de la faire, et que je ne peux pas parce que je l'ai déjà joué ou parce que ma carte elle est dessous, je peux la réaliser, mais seulement avec une force de 1. Donc, comment est-ce qu'on recrute une carte ? Comment est-ce qu'on recrute un membre d'équipage? Donc ça, c'est assez facile. En fonction de la puissance de l'équipage, donc 1, 2 ou 3, donc je rappelle, c'est le nombre d'Indiens que vous avez au dos de la carte, je vais dépenser donc 1, 2 ou 3 équipements, et en fonction de la position ici, je vais dépenser 1, 2, 3
3, 4 ou 5 fourrures. Mettons que j'achète cette carte-là, j'ai les ressources qui vont bien, je les défausse, je la prends dans ma main, ici ça glisse, et j'en fais arriver une nouvelle. À noter que pour faire varier cette rivière-là, donc il y a soit quand j'en achète une, soit avec cette action de départ, soit quand il y a l'action Pobo qui est faite, la dernière carte est virée, et ça avance de la même façon. Ça va tourner, et je vais pouvoir essayer d'aller choper les personnes d'équipage qui vont m'intéresser. Dernière chose importante, faire son campement. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais faire mon campement? D'abord, je vais reprendre tous mes Amérindiens qui étaient présents ici, donc pas ceux que j'ai joués sur le plateau, ils sont plus à moi, ceux que j'ai joués sur le plateau. Ceux qui sont ici, je vais les remettre sur mon petit plateau expédition. J'en mets un ici parce que j'ai une seule place. Ici, j'ai le grand cercle, ça veut dire que je peux en mettre autant que je veux. Donc, je mets celui qui me reste. Ensuite, je vais regarder les jetons, les temps que ça va me coûter. Chaque carte personnage que j'ai encore en main, donc que je n'ai pas joué, c'est un jeton temps. Si j'ai des ressources dans le deuxième bateau, c'est un jeton temps. Si j'ai des ressources dans le troisième bateau, c'est un jeton temps par ressource. Le premier Amérindien ne me coûte pas de temps. Et ensuite, chaque Amérindien supplémentaire que j'aurai dans mon expédition me coûtera un jeton temps par Amérindien. Donc ici, je serai à 1, 2, 3, 4, 5. Je prends 5 jetons temps. 1, 2, 3, 4 et 5. Ces jetons temps vont symboliser le temps que je vais devoir faire pour établir mon campement. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais reprendre toutes mes cartes en main. Et donc, je vais pouvoir à nouveau les rejouer. Donc, vous voyez le côté, je vais acheter des cartes bien, et plus je vais les rejouer, plus je vais les valoriser. Mais ces jetons temps, c'est un peu pénible parce que c'est du temps qui est perdu. Alors, comment on symbolise ça? Eh bien, la prochaine fois que je vais avancer, que je vais utiliser une des cartes qui vont me permettre d'avancer, mettons si je peux avancer ici, là, je dois faire 4 avancées en montagne, et bien, au lieu d'avancer réellement, je vais d'abord dépenser mes jetons temps. Donc 4 avancées, je dépense mes jetons temps. Il m'en reste encore un. Tour d'après, je vais faire 2 avancées montagne, je dépenserai un jeton temps et une avancée montagne. Donc ces jetons temps, il faut vraiment bien les gérer, il ne faut pas trop en prendre, parce que vous allez voir que ça va vous ralentir. Et donc il faut vraiment faire attention à ça. Le jeu, on va jouer comme ça à tour de rôle, prendre des ressources, avancer, acheter des cartes, établir son campement, etc. Jusqu'à ce qu'un joueur soit arrivé à Fort Gladstone. Ouais. Et alors, ici, vous voyez qu'il y a marqué 1, 2, 3, 4, 5 jetons de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous arrivez ici et que vous n'avez pas de jetons de temps, si vous établissez votre campement ici et que vous n'avez pas de jetons de temps, vous avez gagné. Si vous établissez votre campement ici et que vous avez un jeton de temps, vous avez gagné. 2 jetons de temps, 3 jetons de temps. Mais si vous êtes là, par exemple, et que vous avez encore 5 jetons de temps devant vous, vous n'avez pas gagné. Vous devez encore prendre du temps pour établir votre temps Fort Gladstone. Donc vous allez rejouer normalement, faire des avancées, plus forcément pour avancer, vous en foutez un peu, mais pour dépenser vos jetons de temps, jusqu'au moment où vous allez réussir enfin à établir votre camp et avoir moins de jetons de temps que requis pour gagner la partie. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Vous savez parfaitement jouer à Lewis et Clark maintenant. Vous connaissez parfaitement les règles. Vous savez pas encore parfaitement jouer, parce que pour jouer parfaitement, il va falloir que vous fassiez encore au moins une bonne dizaine de parties, histoire d'avoir une chance de me battre. Voilà. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ces explications vous ont plu. Et puis à bientôt. Salut!